C'est l'ange gardien du porte-avions, frégate de défense aérienne chargée de protéger le Charles de Gaulle des attaques aériennes maritimes ou sous-marines. Le Chevalier Paul escorte en permanence le navire amiral. À bord, 200 marins pour une surveillance 24 heures sur 24. S'il devait y avoir une attaque, ce serait le premier navire en ligne de front. Armel Charrier et Julien Sauvaget ont embarqué 2 jours. C'est la première équipe de télévision à rejoindre le Chevalier Paul depuis que la frégate et le porte-avions ont quitté les eaux françaises en novembre 2015 pour lutter contre Daesh. Reportage. Dans les eaux du golfe Persique navigue le Chevalier Paul, le bateau le plus moderne de la marine française. Quand le Charles de Gaulle doit appareiller, cette frégate de défense aérienne est la première à partir, la dernière à rentrer, pour protéger la zone de navigation du porte-avions. Le bateau a été conçu autour de ce radar qui permet de capter des informations dans un rayon de 400 km. Sa mission est de créer une bulle de protection pour que les avions puissent être catapultés vers l'Irak et la Syrie en toute sécurité. Chercher du renseignement, éloigner les opportuns, menacer et agir en cas de danger est le quotidien de l'équipage. Dans le cœur névralgique du bateau, au central opération, les équipes se relaient 24 heures sur 24. On est divisé en 3 îlots. L'îlot principal, c'est l'îlot qui va s'occuper de tout ce qui est au-dessus de l'air, puisque c'est notre spécialité. Et c'est là qu'on a le plus de monde pour vérifier tous les avions qui passent. Un îlot qui va être plus un module qui va s'occuper effectivement juste de la surface et des bateaux. Un îlot qui va s'occuper de ce qui est lutte sous la mer. Et en fait, tous ces îlots se centralisent vers cette personne qui est l'officier de quart opération, qui synthétise toutes les informations pour trouver au mieux le positionnement qui va nous permettre de protéger le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions et le groupe aéronaval ont été envoyés au plus près de l'Irak et de la Syrie, dans le nord du golfe Persique. Les avions sont catapultés depuis les eaux internationales, en respect de la loi. Mais la situation géopolitique reste tendue. D'un côté l'Iran, de l'autre les pays de la péninsule arabique. L'espace dans lequel travaille le Chevalier Paul est particulièrement congestionné. Il y a des plateformes pétrolières partout, des populations de marins assez différentes se côtoient, des petits pêcheurs dans des boutres traditionnelles, des pétroliers plus grands que la Tour Eiffel qui quittent la zone et qui entrent régulièrement, des porte-conteneurs. Il y a une densité ici qui est en matière de circulation maritime qui est particulièrement élevée. Mais ce n'est pas tout. On est aussi dans la 3e zone la plus dense en matière de circulation aérienne avec les plateformes, les hubs comme on dit aujourd'hui, les hubs de Dubaï, d'Abu Dhabi, du Qatar. L'arme la plus puissante du Chevalier Paul est sous ses trappes, des missiles antiaériens. Ils n'ont encore jamais servi. Tirer un missile est un message fort de la part d'un État. Pour l'instant, il reste une arme dissuasive. C'est quand même un bond technologique pour notre marine de se doter de ce missile très performant et qui est allié à des très bonnes capacités de détection, permet vraiment de réaliser une bulle de protection autour d'une force navale comme celle du porte-avions aujourd'hui. C'est un système de missile qui est en silo et qui permet de se défendre contre la menace aérienne, qu'elle soit missile ou avion. Le navire dispose aussi d'un armement plus classique, canons, mitrailleuses, torpilles anti-sous-marins. La particularité du Chevalier Paul est que 3 jours après sa mise en service, en 2011, il était envoyé au large de la Libye. Ces canons entraient immédiatement en action et tiraient sur les côtes pour protéger les hélicoptères français. L'entraînement à bord est indispensable. À tous, on a une nouvelle détection jaune-jaune, d'abord 330 et d'abord 335 rouge-rouge à 5 nautiques. Ce jour-là, le commandant est sur la passerelle. Il ignore le scénario et doit réagir à la menace. Il découvre au fur et à mesure les assaillants, leur armement, symbolisé par les bouées jaunes et rouges. C'est du RPG-7, ils sont en train de viser. Au but sur la jaune-jaune sur bâbord. Derrière l'apparence du jeu, les soldats mémorisent les gestes à tenir. C'est loin d'être anodin. Une frégate et un porte-avions sont assez loin de la menace terroriste quand ils sont en haute mer. En revanche, dès qu'ils s'approchent des côtes, dès qu'ils franchissent les détroits, les navires deviennent plus vulnérables. Aujourd'hui, Daesh n'est pas complètement encore dans le domaine maritime, mais quand on connaît leurs ressources, on peut imaginer qu'ils pourraient l'être demain.
Ce sont des choses qui sont déjà passées, hein, ce type d'attaque, que ce soit sur un pétrolier comme le Limbourg il y a quelques années, ou sur un destroyer américain il y a quelques années aussi. Ce sont des réalités auxquelles on doit se préparer. Lutter contre l'organisation de l'État islamique est dans la conscience de chacun à bord. À l'arrière du bateau, son hélicoptère. En hommage aux victimes des attentats de Paris le 13 novembre, ce sigle commémoratif, peint sur le rotor. Quelques jours plus tard, le président Hollande envoyait le porte-avions, le Chevalier Paul et tout le groupe aéronaval frapper plus durement encore le groupe terroriste. Depuis 3 mois, l'équipage n'a pas connu de répit. Jour et nuit, il effectue ses missions. Ils sont 200, hommes, femmes, et ignorent quand ils rentreront chez eux et retrouveront leur famille. Que reste-t-il de Kobané, cette ville disputée pendant plusieurs mois par les forces kurdes et les djihadistes de l'État islamique? Eh bien, presque rien. Un tas de gravats, un champ de ruines. 1 an après sa reprise par les forces kurdes, Kobané est une ville fantôme. Certaines familles tentent de reprendre possession des lieux, mais la reconstruction s'annonce très difficile. Inès Olagaray nous en dit plus. Il y a 1 an, le déluge de feu prenait fin. Les combattants de l'État islamique se retiraient, les Kurdes avaient gagné. Mustapha venait de vivre 133 jours sous les bombes. Un jour, je me suis retrouvé au mauvais endroit. On se battait tout près de moi. J'étais avec un combattant kurde, je lui ai dit « Si ça tourne mal, qu'ils arrivent, s'il te plaît, tue-moi. Je préfère mourir que de tomber entre les mains de l'État islamique. » Kobané ressemble à un champ de ruines. 60% des bâtiments sont à terre. En janvier 2015, un groupe de jeunes activistes filmait avec leur drone la ville dévastée. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Regroupés au sein d'un collectif de volontaires, ils dégagent désormais les rues et reconstruisent des logements pour ceux qui ont perdu leur maison, grâce aux dons de la diaspora. On importe une partie de Turquie, mais en ce moment la frontière est fermée, on ne peut rien faire venir. Pour obtenir une explication, il faut se rendre à la mairie. Après avoir chassé les djihadistes, les Kurdes ont mis en place une administration autonome. Ils laissent seulement passer l'aide humanitaire, comme de la nourriture. Il y a quelques jours, il y avait 140 camions qui attendaient, et ils en ont laissé passer seulement une dizaine. Lorsque le soleil réchauffe la ville, Shamsa entraîne ses enfants sur le toit. Après plusieurs mois dans un camp de réfugiés, elle est de retour à Kobané, avec les siens. On n'a plus de voisins. On est seul ici désormais. On est revenu après la guerre, mais on veut repartir, aller vivre à l'étranger. Émigrer en Europe, difficile. Alors dans ce chaos, la vie s'organise lentement, avec de temps en temps une bonne nouvelle. Ce jour-là, à la tombée de la nuit, la frontière s'ouvre. La Turquie laisse passer une dizaine de camions chargés de vivres. Mais toujours rien pour la reconstruction. Les Palestiniens sont-ils en faveur d'une 3e intifada? Eh bien, selon un récent sondage, plus de la moitié d'entre eux y sont opposés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils jugent que cela ne les mènera nulle part. Et que les conséquences, les représailles israéliennes sur leur quotidien sont trop lourdes. C'est le cas à Kabatia, une petite ville de Cisjordanie. Reportage signé Pierrick Laurent. Dans les rues de Kabatia, la vie quotidienne a repris son cours. Cette ville du nord de la Cisjordanie vient pourtant de vivre 3 jours de siège, des quartiers entiers bouclés par l'armée israélienne et une population confinée chez elle après une attaque perpétrée à Jérusalem. 3 jeunes de Kabatia ont assassiné une Israélienne avant d'être tués par la police. Majdi Nassal s'est ainsi retrouvé bloqué chez lui entre 2 checkpoints. Ici, c'est un immeuble d'habitation et quand l'armée est entrée dans Kabatia, elle l'a utilisé pour des opérations militaires. Les soldats se sont installés ici pendant 3 jours et nous étions coincés. Ils nous ont utilisés comme boucliers humains. Si les accès à la ville ont été rouverts, toutes les restrictions ne sont pas levées. Impossible pour les habitants pourtant munis de permis de travail de traverser les points de passage pour se rendre en Israël. Pour ce patron d'une carrière de pierre, qui vend sa production côté israélien, l'impact est immédiat.
Ces laissez-passer sont vitaux pour nous, et ça pour plusieurs raisons. Il nous faut aller en Israël pour trouver des nouveaux clients, pour encaisser les paiements, pour aller à la banque et pour faire marcher le commerce. Au total, 9 habitants de Kabatia ont perpétré des attaques anti-israéliennes depuis le mois d'octobre. Et si les conséquences sont lourdes pour toute la ville, ici, on préfère rejeter la faute sur Israël. Le problème, ce n'est pas Kabatia, c'est l'occupation israélienne qui refuse de se soumettre aux lois internationales et de respecter des règles. Si les Palestiniens font ça, c'est parce qu'ils sont sous pression. Si les Israéliens détruisent tous nos espoirs de paix, le problème, ce n'est pas les Palestiniens. Dans un récent sondage, 80% des habitants de Cisjordanie disent subir des mesures qui impactent leur quotidien. Des difficultés de déplacement, la perte d'un emploi ou de revenus. Et plus de la moitié des Palestiniens se disent contre une troisième intifada. Je pense que notre peuple est arrivé à la conclusion que les actes de violence ne permettront pas de trouver une solution à ce conflit. Si on leur demandait « Soutenez-vous le mouvement de désobéissance civile qui perturbe au quotidien l'occupation israélienne ?», je pense que la grande majorité des Palestiniens diraient oui, car ce sont des actions non violentes. En 4 mois, les violences ont fait près de 200 morts, en grande majorité des Palestiniens qui tentaient de mener des attaques. Une vague qui ne semble ni gagner en intensité, ni montrer le moindre signe de faiblesse. En janvier, des milliers de Tunisiens ont protesté contre la politique du gouvernement, le chômage et la corruption. Le pays est souvent montré comme un exemple dans la région, mais beaucoup de Tunisiens pensent que les élites ne parlent qu'entre eux et ne s'occupent pas des problèmes de la nation. Les protestataires réclament des emplois et le développement de régions délaissées depuis des décennies. En Tunisie, le taux de chômage dépasse désormais les 15% et flirte avec les 30% pour les diplômés. C'est un reportage de Christopher Moore, Georges Yazbek, Meissa Awad et Jonathan Walsh. Sit-in devant le gouvernorat de Kasserine. Des chômeurs excédés occupent les lieux, sous l'œil vigilant des militaires. Les manifestations violentes de ces dernières semaines ont pris fin. Mais la colère gronde toujours. Je ne peux plus attendre. S'ils ne me trouvent pas un travail tout de suite, je vais m'immoler par le feu. 5 membres de ma famille sont handicapés. Ils ont besoin d'aide. Regardez, mes cheveux blanchissent. Pas parce que je suis vieille, mais à cause du stress. Je n'arrive plus à dormir, j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Un désespoir devenu monnaie courante dans le centre déshérité de la Tunisie. Ici, l'État reste un employeur incontournable. Ici, il faut avoir des connexions au sein des autorités locales. Si vous connaissez quelqu'un de bien placé, ils vous donneront un travail. Sinon, vous restez au chômage. Et moi, j'en ai pas des connexions. Je cherche un emploi dans la fonction publique depuis 14 ans et mon nom n'est toujours pas inscrit sur la liste, comme Rida Yayaoui. Rida Yayaoui voulait lui aussi voir son nom sur la fameuse liste. Il est mort électrocuté après avoir menacé de se jeter d'un pylône. Les manifestations qui ont suivi ont pour beaucoup rappelé les premières heures de la révolution tunisienne. Pour Nasser El Nasri, rien n'a changé depuis 2011. Sous Ben Ali, son activisme politique l'empêchait de devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, il reste classé comme chômeur pour raison de sécurité. Et il n'est pas le seul. J'ai gagné 2 appels au tribunal, mais ils ne veulent pas changer mon statut. Les gens sont punis pour leur opinion politique. C'est un scandale que ça puisse encore être le cas après la Révolution. C'est une vraie farce. Certains se disent prêts à entamer une grève de la faim, jusqu'à ce que le gouvernement leur donne ce qu'ils demandent tous, d'une seule voix. Direction la région de Sidi Bouzid, à quelques dizaines de kilomètres de là. Pour Ibrahim, plus question d'attendre un geste des autorités. Il tente sa chance dans l'agriculture. Le jeune homme de 23 ans cultive des plants qu'il vend au marché. Ici, on a des pêches, des amandes et des prunes.
Comme beaucoup d'agriculteurs ici, Ibrahim n'a pas de documents officiels prouvant que ces terres lui appartiennent. Alors impossible pour lui d'obtenir un prêt. Il vit dans l'illégalité. Je travaille au noir, mais c'est toujours mieux que de choisir la délinquance, le vol ou le kidnapping. Comme je n'ai pas d'autorisation officielle, je dois vendre mes produits moins chers que les autres. Et quand je suis au marché, je risque de me faire confisquer tout ce que j'ai. La région manque aussi cruellement d'infrastructures. Un obstacle de plus pour les 40% de la population dépendant du secteur agricole. Ibrahim nous emmène voir Nizar, le consultant qui l'a aidé à lancer son affaire. À sa demande, il vient partager son expérience avec un groupe de jeunes femmes ambitieuses. Vous avez besoin de volonté, de confiance en vous, et surtout de compétences. Des qualités cruciales dans un pays où un diplômé universitaire sur 3 est au chômage. Dans toute la région, il y a des jeunes avec un énorme potentiel. Mais ils ont besoin de soutien, en particulier en matière d'estime de soi. De cette manière, ils pourront prendre la voie du succès. Mais pour l'instant, une économie à 2 vitesses reste la norme en Tunisie. L'intérieur du pays lutte pour se faire une place au soleil. La zone côtière, elle, s'en sort beaucoup mieux. Kamal a quitté Kasserine pour Tunis il y a 30 ans. Depuis, il tire un maigre revenu de son stand illégal. Il s'est installé auprès de commerçants venant de sa ville natale. On passe nos journées ensemble, on partage ce qu'on a, on se prête de l'argent. On vient tous du même endroit, donc on se serre les coudes. Mais c'est une vie difficile, la police est une menace permanente, ils nous prennent nos produits. Et on doit tout recommencer de zéro à chaque fois. Le gouvernement tunisien affirme qu'il veut développer le centre du pays, tout en admettant qu'il n'y a pas de remède magique face au fossé qui s'est creusé après des années de négligence. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.